petit Willy, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai même du mal à revenir dans ce personnage. Il a fallu quand même des années pour enterrer tout ça. Il y a beaucoup de skinheads qui viennent frapper à ma porte et puis pas détendre, tatoués partout, etc. Et je suis vraiment surpris. Et c'est merveilleux quelque part. Je suis désolé. Des skinheads, les skinheads, donc sont-ils d'horribles monstres qui mangent les étrangers ou sont-ils des gens tout à fait normaux comme vous et moi? On va explorer un petit peu ce monde sous l'aspect de 3 capsules de brut. Du combini quelque part. Je pense que Thierry Vincent qu'on a reçu a dû participer à ce documentaire. Il y a du Serge Ayoub, il y a pas mal de membres des skinheads et on recevra sûrement, si jamais Satsujin a le temps, ce soir pour parler un petit peu des choses qui sont peut-être grossies dans le documentaire ou déformées ou qui ne sont pas dites. Enfin bref, des choses qui font que on peut des fois douter de l'objectivité de ce genre de documentaire, même si c'est toujours sympa et c'est bien réalisé. On se croirait vraiment dans une grande production, ça fait peur. Bref. Le travail est fait, donc ça va être sympa. Et le début est incroyable. Oui, j'ai oublié qu'il y avait un chauve. Il y a plein de chauves. Que des... Mais ce sont des chauves des... Go. Hare Krishna, Hare Krishna. Alors lui, c'est un ancien skinhead. Quand j'ai commencé à voir tous les gens que j'avais frappés, tout ce mal que j'avais fait. On dirait un peu l'oncle fétide dans la famille. Il y a un côté. Après, c'est pas pour critiquer. Mais ça, c'est quand t'es chauve. Ça a toujours son petit effet. Mais là, avec la petite tenue, machin, on dirait oncle fétide qui est parti dans un temple bouddhiste. Et qui va prendre la foudre encore une fois. Mais qui va disparaître et revenir. Et voilà, on fera un épisode 3 de la famille Adams en mode oncle fétide est revenu de son voyage au Taj Mahal. Et avec Bouddha. Voilà, tout simplement. Et sa rencontre avec... Voilà, c'est... Ça m'a rendu extrêmement triste. Ça a été un long cheminement. Il y avait cette haine qui venait vraiment me chercher, cette colère, ces pulsions, quoi. Peut-être que j'aurais pas eu toute cette haine, j'aurais pas voulu rechercher autant l'amour. Oh, c'est beau. Alors du coup, est-ce qu'il va maintenant être militant à la LFI? Est-ce qu'il va aller au bout de la rationalité? Quand je pense à travers la violence, tout ce que j'ai fait, ou à travers mes idées, mais ouais, ça a été des flashs terribles. C'est pas facile de faire. Les flashs, vous avez vu la mise en scène? Là, c'est incroyable, là, c'est bien fait, là, c'est sexy, là, c'est vendeur, là, je vous le dis, là, on est bien. Tu sais, c'est extrêmement difficile. Ce moment où j'ai senti le besoin de me repentir, c'est... quand tout ce film de ma vie s'est déroulé à l'intérieur de moi. Mais moi, je n'ai pas une démarche ni religieuse ni sectaire, donc je ne suis pas dans son truc. Mais il se repentit de quoi? Il a raison. Là, j'avoue, Ayoub a raison. Il se repentit que dalle. Il est juste allé faire laver Krishna ailleurs. Là, il est parti Hare Krishna. Et puis c'est tout, quoi. Il est en mode dérive sectaire total. Il est parti en couille. Au moins, Ayoub, il est, il est fidèle à ce qu'il est. Ils vivent dans la haine, dans la violence, la bière, le racisme, et leur idole, c'est Hitler. Ah, carrément, Ayoub la balance. Ah ouais. Alors pourquoi la balance du coup? Alors après, j'en ai entendu un peu parler de ça, que certains disaient qu'il aurait balancé, que c'est pour ça qu'il serait encore dehors. Peut-être, après, compliqué, après, voilà, il y a eu des histoires un peu avec les bikers et tout, c'est compliqué. J'aimerais bien un jour, pourquoi pas, m'entretenir avec lui, j'ai déjà discuté avec lui en privé, 4 heures, donc voilà, j'ai le discours politique, etc. Mais pour ne pas déformer ses propos, ce serait intéressant de le recevoir un jour. Le stop, on aime la violence, c'est pour nous, c'est un moyen d'expression. Je ne vis que pour le mouvement skinhead. Et je crèverai skinhead. En vrai, le docu il est bien réalisé par contre. Enfin, il y a vraiment le côté... C'est bon? On peut commencer? Bon, ça fait peur et tout, c'est pas mal. Une bonne montée en puissance, ils disent bien l'épisode 2. Beaucoup de mes confrères font le rapprochement entre skinhead et extrême droite, à tort, en oubliant qu'à l'origine, ce mouvement n'est nullement d'extrême droite et raciste. C'est même totalement le contraire. C'était un mouvement dans l'air qui prônait l'écoute de la musique jamaïcaine et les relations avec les immigrés jamaïcains à Londres. Il est trop fort, c'est cool. Donc
peut considérer que le mouvement skinhead, c'est une histoire musicale. Kick marche, ouais. Ce sont des jeunes prolos-anglais qui vont emprunter aux Jamaïcains leur musique, leur style, une partie de leur style vestimentaire, et créer un style original dans la tradition anglaise. C'est black and white, en gros les pauvres noirs et les pauvres blancs, qui fréquentent les mêmes quartiers des grandes villes britanniques. Ça, c'est vraiment l'origine du skin. En gros, c'était un mouvement musical, hein, donc qui est une sorte de population, un truc progressiste, pourrait-on dire, voire woke quelque part. Cette culture skinhead, elle émerge comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur, par contre. Là, je suis en train de me poser. Les skins écoutent du ska, les skins écoutent du reggae. Oh, oui, tu sais pas ce qu'il fout là. Genre, je crois pas qu'il est prêt. Ils l'ont mis dans le truc anti-skinhead. Pour enlever ce mythe où les mecs ils écoutent que du pogo, c'est des foutaises. Les skins sont l'exemple même d'un mouvement métissé. Les skins vont vraiment incarner d'abord vestimentairement leur ancrage dans la classe ouvrière. Je viens d'une cité, mes parents étaient ouvriers. Pour être skin, pour moi, à la base, il fallait être prolétaire. Au départ, c'était surtout porter des boots, des grosses chaussures qui étaient considérées comme des chaussures de chantier. Donc ils vont outrer ce style prolétarien avec les chemises, le port des bretelles. Les cheveux courts étaient très portés dans la classe ouvrière en général pour des raisons d'hygiène ou de sécurité. Là, on établit un peu tout le code vestimentaire. Pour les gens qui étaient soit dans les métiers de la restauration, soit travaillaient derrière des machines. C'était pas un élément qui était forcément choquant à l'époque. Ensuite, vous avez les années 70, le mouvement disparaît plus ou moins, puis réapparaît dans le sillage du mouvement punk au début des années 80. Peut-être Bonheur, c'est peut-être ça. Peut-être Clos, par l'accoutrement et par le geste. Ce sont les punks. Punk, ça veut dire paumé, raté, minable. Autrefois, c'était une insulte. Aujourd'hui, être punk, avoir l'air taré, c'est une aspiration. Attendez, on a vu un cul là. Putain, attendez, on a vraiment vu un cul là. Tu lui laisses passer ça? On a vu un cul ou pas? J'ai pas envie de remonter en arrière. Est-ce qu'on a vu un cul? Voir un cul? C'est moi ou je. Dites-moi, je suis juste un sale obsédé sexuel et qu'il y avait un caleçon et tout et que quelque part il y avait pas de fesses. Sex Pistol, c'était un Sex Pistol? Ouais, mais un Sex Pistol, est-ce que ça? Les punks ne sont pas forcément. C'est un disque, il y avait un peu de genre paire de joues blafardes. D'accord, très pixelisé, j'espère. Parce que YouTube, je crois, ils sont pas très tolérants normalement. Bon, bref. Mais YouTube, c'est pas moi, c'est le documentaire, vous l'avez laissé passer, c'est pas de ma faute. Hein. Faut pas mettre ça sur la plateforme, hein. Vous êtes des malades YouTube. Hein. Surtout pas, hein. Moi, faut pas me censurer, moi, faut me dire, ah, tu floutes, et les autres, vous leur dites, ah, là, c'est des fesses, c'est pas bien, tu peux tuer des enfants. Voilà. Punk qui va initier un revival skinhead. Le mouvement skinhead, ça se greffe sur la musique punk. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu facho sur les bords, non? Ouais, on est facho. Ça fait chier les gens, pour ça. Cette acception de la violence, c'est quelque chose qui va rester quelque part dans l'ADN du mouvement skin. Dans le sillage du punk, il va avoir un saut courant qui va s'appeler la Oi. La Oi va se revendiquer comme étant du punk de la rue, de la vraie working class music. J'aurais trop peur, moi, qu'ils me cassent la gueule et ils sautent tous dessus comme des gros malades. Après, ils font des grands cercles, ils se rentrent dedans. J'ai vu ça dans des concerts. Je dis là, oh là là, on s'éloigne dans le flanc. Non, on va pas là-dedans. On va pas aller. Ils font quoi là? C'est quoi ces zouaves là, dis donc? On n'est pas allé voir la corrida là. C'est pas censé être la feria de Nîmes là. C'est quoi ce délire? Et donc, à ce titre, va devenir la musique référentielle des skins. Je me suis pris la vague punk en pleine face, ça m'a scotché. Et en fait, la musique... Alors lui, ça a été un skin avant, mais genre en mode d'été, il braquait des gens et tout. Skin est encore plus forte que le punk. Et la drogue était bonne, je crois que... Je suis devenu skin après avoir été punk, tout simplement. C'est un peu l'étape supérieure du punk, c'est-à-dire à une époque où le punk fait moins peur, le skin fait plus peur. Peur, hein. En France, les tout premiers skins sont apparus en 78. Ils
interviews des papis, quoi. Oui, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, il y a qu'à peu près 80 ans. C'est genre, c'est très bizarre, quoi. Tu te dis, bah ouais, en fait, on en est vraiment là, quoi. C'est genre, c'est des pattes quasi. Ouais, ça vieillit, hein, c'est vieux, hein. Là, on est sur des... Désolé, hein, les gars, si jamais vous regardez, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté EHPAD, quoi. Alors, pas pour tout le monde, hein. Ayoub, il est encore jeune, on va dire, un peu vigoureux, mais genre, la plupart, ouais, il y a un côté... Voilà, avec son petit sac, tu le vois bien aller faire avec son cabas les courses au marché, voilà, tu te dis pas il va me péter la gueule, quoi, jamais de la vie, tu fais ah oui d'accord, bonjour papy, est-ce que vous voulez que je vous ouvre la porte, voilà, t'es gentil avec lui, tu le fais passer avant à la caisse, tu vois, ils attirent notre sympathie malgré les tatouages, parce qu'ils sont vieux, ouais, ils ont un certain âge maintenant, il faut dire la vérité, certains sont, voilà, des retraités, voilà. Voilà. À 2 pas de l'église Saint-Eustache, il y a déjà le RER, le métro, il vient... Et donc il y a une faune, une vraie faune. Le Forum des Halles, lieu de prédilection de tous ces marginaux, de lignes de RER... Forum des Halles, lieu de prédilection... En ce moment, maintenant, c'est plutôt la faune et la flore. Ça a un peu changé, le Forum des Halles. 4 lignes de métro, vers chaque jour des milliers de jeunes venus des banlieues. Ah, en fait, c'était déjà comme ça. Bah, comme quoi. Notre point de ralliement, c'était la Fontaine des Innocents, qui, dans le passé, abritait la Cour des Miracles. Au Forum, on retrouve les zonards, les fugueurs, les clochards, et aujourd'hui les bandes. Bah, y avait un... Mais c'est toujours pareil maintenant. Noyau dur, on va dire une quinzaine. Et des gens qui passaient, qui se greffaient à nous. Des zonards, comme on dit. Une hirondelle tatouée, tu sais ce que ça veut dire. Une toile d'araignée, là, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'hirondelle? Alors, voilà, la toile d'araignée, je vois à peu près. L'hirondelle, je vois pas à quoi ça correspond, en fait. Je pige pas. C'est genre, il pleut, les oiseaux volent bas ce soir, il va pleuvoir. Bah, c'est les skins, c'est leur truc, hein. Il faut bien comprendre que les skinheads, il n'y a pas que des blancs. Il y a beaucoup de Martiniquais, il y a beaucoup de Maghrébins. Alors ça c'est pareil chez les identitaires. Il y a beaucoup de Maghrébins aussi. On dirait pas comme ça, mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Hirondelle ne fait pas de printemps, c'est ça. Dans la bande, il y avait un Asiatique, un Rebeu. On était dans un mouvement libre. Pas de chef. Une vraie bande. Les photos sont sympas. Maman est juive polonaise et papa est kabyle. Ouais, d'accord, un métèque, quoi. Pardon, non, mais je rigole. Non, mais un peu croisé par tes fenêtres, un peu comme moi, quoi. C'est pas grave, on a le droit. J'ai une maîtresse d'école qui a demandé à ma mère de changer mon prénom. Au lieu de mettre Omar, de choisir En fait, fallait s'appeler Corinne, quoi. Un week-end, Philippe. Oh, et là, il était traumatisé. Il était traumatisé. De s'appeler Omar, c'était pas possible. Voilà, c'est pour ça que je l'ai tatoué dans le cou. Ah, le racisme. Ouais, ça peut vous faire du mal, hein. Ça peut détruire une vie, hein, vous voyez. Je me nomme Philippe Omar Amour et dans les années 80... Donc voilà, si vous êtes raciste, voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez les racistes? Vous êtes fiers de vous? Voilà. Il s'appelle Philippe maintenant? Ah bah voilà le résultat, hein. Bah, dis donc. Ouais. Je faisais partie d'une bande et on traînait au hall. Il s'appelle Amour, lui. Omar, Skin pour la musique, Skin pour la provocation. Ce sont des gens qui aiment bien foutre la merde, provoquer, faire parler d'eux. Il fallait faire ses preuves. Il fallait pouvoir garder ses doigts au pied, il fallait pouvoir porter son Harrington, parce que ça faisait partie... Alors qu'aujourd'hui, il peine à mettre ses doigts au pied. Mais non, je rigole, j'arrête, c'est bon, je vais être chiant. Ça se méritait. Je m'appelle Fabien, j'étais skin à Paris dans les années 80. Il fait peur, hein. T'es en vert et tout, là. On dirait Hulk et tout, c'est incroyable. Oh putain, en plus avec la doudoune, il fait encore plus baraque. Alors Caillou, vous voyez, il n'y a pas trop d'artifice. Il n'y a pas besoin de le cacher dans la pénombre pour pas qu'il fasse EHPAD, quoi. Lui, il fait un peu EHPAD aussi, c'est le problème. Mais c'est pas grave, ça c'est normal, les temps sont passés. Demain, les choses ira mieux, tu verras. Au tout début, j'étais avec le style idéal. On avait les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts vestimentaires.
J'aurais aimé la moto, peut-être que je serais devenu biker. Là, j'aimais le foot, la musique, les fêtes et puis l'alcool. Je suis devenu ski. Il fallait pas nous chercher, enfin... Pareil, après, tu pouvais juste boire une bière, aller voir un match, faire la fête avec des amis et pas devenir skin. C'était une nécessité absolue, quoi. Je suis pas sûr. Hein. Fondé la fontaine, c'était notre château fort. Voilà, nous c'était la fontaine, là, notre château fort. Hein. Voilà les gueules du château, quoi. Nous, on avait un but dans la vie. Pas beaucoup d'objectifs, mais un but quand même, quoi. Voilà, la fontaine. Voilà. Quand il y avait un problème qui venait d'extérieur, on était tous ensemble. On faisait partie, voilà, c'est la famille, on touchait un des nôtres. QLF, quoi. Voilà, les QLF sont sur place. On touche à tout le monde. Comme quoi, il n'y a pas que les Arabes. Vous voyez, là, ils ont des préjugés. Mais non, en fait, hein, même les Blancs, ils peuvent se comporter comme des Arabes. C'est pareil, comme quoi, ça se trouve, c'est les Arabes qui se comportent comme des Blancs. Je vais devenir Wissam, c'est possible. On était des gamins, des sales gosses. Voilà, en fait... Ils ont vécu la misère dans le plein emploi, quoi. En fait... Nous, on a un taux d'inflation incroyable, les mecs, ils étaient dans la misère du plein emploi, c'est compliqué. Hein. Voilà, on vit le chômage, on vit le SMIC, on vit... Ah, c'est dur. On arrive à survivre dans la rue, on doit se battre pour picoler et faire la fête. Ah, la vie est dure, on va avoir des matchs de foot. Ah, c'est dur. La vie était difficile. Au lieu de faire les bêtises à la maison, on les faisait dans la rue. On enquiquinait les gens. La batte pour impressionner. On enquiquinait, t'as une batte là. Non, on enquiquinait les gens, nous. Hein. Oh, avec une batte. On les enquiquine. Ils se foutent de la gueule du monde. Si vous vouliez une paire de docks, il y avait deux solutions. Vous alliez en Angleterre ou alors vous la dépouilliez. Bah, parce que pas de thunes, hein, donc on volait. Ah ouais, on dépouillait les gens. Hein. Bah, pour ça qu'on n'est pas raciste. C'est ce qu'il va dire, hein, parce que lui, il est pas raciste, je crois. Je crois que lui, c'est un anti-raciste. C'est le pauvre qui vole le riche. Ah, t'as des docks, tu fais du... Il y a le discours politique qui sert. Voilà, moi, je suis de gauche. Hein. Voilà, c'est le pauvre qui vole le riche. Ouais, bah... C'est légitime dans ce sens-là. J'avais ma batte, moi j'enquiquinais les gens pour avoir des docks, voilà, parce que je pouvais pas me payer un billet en Angleterre. Par contre, j'avais le billet pour aller au match. Ah bah attends, moi j'aime le foot, hein. Je vais pas aller acheter les docks, hein, mais alors, par contre le foot, bah j'ai pris l'argent avec les docks. T'es con. Donc j'ai acheté mon billet avec l'argent, je l'ai braqué, il a fini à poil. Hein. On lit l'utile à l'agréable, c'est normal. Donc à un moment donné, non, putain, les pauvres quoi. Tu sais, c'est les gars, ils sont fiers de leur vie, ils te racontent un truc ultra romancé. En plus de ça, ils sont là en mode, ouais mais non, on a dépouillé des gens. Et vous allez voir, il y a un mec qui passe, à un moment donné, il va le reconnaître, il va dire, oh on l'a dépouillé lui. Du combien? Bah maintenant tu vas les enlever. Ah, il fait peur. C'était skin? Ouais. À quelle époque? Début 80, l'époque des Halles. Là, il est pas yam, là. Là, vous voyez, il se frotte les genoux en mode pas bien. Regardez, là, il fait une tête. Et après, vous allez voir, il va faire le malin. Et après, le caméraman. Regardez la tête qu'il fait, là. Regardez la vie de ma mère. Il est pas bien. Parce que là, il est plus à l'époque du skin en mode j'ai 20 ans, j'ai une batte. Tu vois, là, il est en mode je suis craintif, je suis dans la rue, je suis vieux, les pas de m'attend. Et je dois aller faire mes courses. Regardez. Il se fait interpeller. À quelle époque? Début 80. Il est pas bien. Moi, j'étais que bon. Oh. Bonne journée. Merci à toi aussi. Hein. Peut-être qu'on l'a dépouillé, je sais pas, mais tu vois, ça se passe... Je sais pas. Non, mais sérieux. C'est pas... Elle tourne pas la caméra, là. Non, fais pas le con, hein, je veux pas qu'il revienne. Hein. Tourne pas les caméras, je veux pas qu'il revienne. Il est fier de lui, en plus. Je suis désolé. Non, mais franchement, les gars, regardez-le, il est tout content. Ah ouais, je l'ai placé là. Ouais, comme ça, je passe pour un dur dans ma ville, quoi, parce qu'on a défendu ici. Je pense que le gars, il a entendu l'interview, il a dit, il a fait le quepon, il dit qu'il a braqué des quepons et tout, on va voir. C'est genre, à mon avis, c'est plus ça. Je pense qu'il en raconte. Oh, il était beau quand il était jeune. Hein. Sociologiquement, ce sont des jeunes qui viennent de banlieues, souvent de milieux défavorisés. Très bonne prévention contre l'alcool et la drogue. Hein. Moi, honnêtement. Qui restent assez punk dans leur comportement, c'est-à-dire avec les addictions à l'alcool, à la drogue. Malheureusement pour les Halles, il y a eu des problèmes
Il y en a qui sont tombés dans la drogue, il y en a qui sont tombés dans... et il y en a qui en sont morts. C'est le malheur aussi de cette époque, c'est qu'effectivement il y a une sorte de sursaut de l'héroïne, etc. Machin. On avait discuté avec un ancien punk qui pareil, voilà, Subutex, etc. Le gars se perdait même dans ses traitements parce qu'il connaît rien. C'est-à-dire que moi je connais mes traitements, je sais ce que j'ai pris toute ma vie, je sais exactement à quel dosage et tout. Lui il n'en a plus aucune idée. Voilà, mais c'est comme ça, ils se sont détruits, et Alexis Sora est un bon exemple aussi de ce genre de personnage, c'est-à-dire des gars qui vont chercher l'ultra-violence, mais en fait ce qu'ils vont chercher c'est surtout un groupe où ils peuvent se permettre de faire certaines choses, dont la dépression sexuelle, etc. Et voilà, c'est une sorte de porte ouverte à tous les vices, quoi. Et dont le vol, et voilà, la petite délinquance. Parce que le seul qui a été sérieux, c'était Ayoub, hein. Au niveau de enfin pas au niveau de délinquance, mais on va dire même au niveau du clan, et de l'impact qu'il peut avoir, le clan de bikers, etc. C'est sérieux, qui défendent une fontaine, quoi. Ah, nous, notre projet politique, c'est la fontaine, là, hein. C'est-à-dire, à l'époque, on était jeunes, c'était vachement dur, hein. Il faut comprendre, hein. Les skins politiques qui vont venir après, et eux vont vouloir fonder une image du skin plus dur, plus politisé. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que Ayoub, parce que là on parle d'Ayoub finalement, quand il parle du skin politique, il parle vraiment d'Ayoub. Ayoub, je pense, et là je trapole de mon cerveau, je pense qu'il s'est dit, voilà, il y a des groupes violents, lui il aime bien la castagne, et ils sont des politiques. L'avantage avec ce genre de groupe, c'est que déjà d'une, ils peuvent servir à d'autres choses, même pour de la médiatisation, parce que dans une militance politique, avoir un truc extrêmement radical, ça marque les médias, ils adorent ça. Du coup, très bonne porte ouverte pour pouvoir parler aux médias, et tout en même temps, lui, se faire plaisir dans un milieu où il a pris des risques pour lui-même, en se disant « Oh tiens, je vais me faire plaisir, on va se castagner et tout ». Donc je pense qu'il y a une sorte de mélange entre le goût du risque, mais en même temps, l'idée politique d'aller politiser des gens, dépolitiser totalement, mais qui en même temps serait très ouvert à ce genre de discours très radical, etc., pour pouvoir amener à une sorte d'implantation dans l'extrême droite de l'époque. Plus discipliné. Et aujourd'hui, on a la même mécanique avec les zouaves, par exemple, qui sont un peu ce type de mouvement Le clan avait une évolution du mouvement skinhead. Au début, c'était une bande un peu nationaliste, surtout violent. C'est une évolution national-socialiste du mouvement. Naziskill. La dérive. Le premier groupe politique, pour eux, le skin, ça va être le nazi-skin. Et ça va se faire notamment par l'entre-genre de Serge Ayoub, qui va chercher à politiser le mouvement skinhead français. Regardez la crème. D'accord. Oui. Serge Ayoub, j'ai photographié en 87. Il est tout mince, il est déterminé, hein. C'est un fighter, hein, Serge Ayoub. Serge Ayoub, qui se fait connaître au début des années 80, est à l'époque avant tout un militant politique. Il n'était pas skinhead au sens musical et culturel du terme. Je pense qu'à l'époque, avec Serge Ayoub, on est dans un autre monde. Et là, c'est vrai. Vous avez tapé souvent sur la gueule des gens. C'est vrai que le présenter comme un simple skinhead, c'est idiot. C'est idiot. Moi, j'ai discuté avec lui. Le mec est très il s'est développé. Enfin, très particulier quand même. Ayoub, c'est un personnage assez... Ouais. Combien de personnes à peu près vous avez? Je sais pas, j'ai pas la mémoire des chiffres. Quand on aime, on compte pas. C'était quoi son surnom? Pas de skin. Pourquoi? Il était toujours avec une balle de baseball. Il avait des yeux brillants quand même, je dis ça, je dirais. Voilà, donc ça lui a valu son. Alors lui, pareil, là, voilà, le karma bouddhique, là, lui, tu sens que, voilà, il est très mitigé, genre, il est loin de ça, donc, soi-disant, il se repent, mais en même temps, voilà, c'est lui qui a l'œil qui pète, qui parle de... Alors oui, je critique beaucoup le doc ce soir là. Du coup, le but, c'est de critiquer un peu le doc et d'expliquer pourquoi il y avait des choses qui sont pas très nettes, très claires et qui sont excessives. Et d'ailleurs, là, la deuxième partie va être la plus intéressante pour nous et là où je pourrai un peu tabasser quasiment tout ce qui va passer devant moi. C'est quelqu'un qui veut pas perdre. Surtout qu'ils n'ont pas beaucoup donné la parole finalement à Ayoub, ce qui est assez dommage parce que c'était peut-être la partie la plus intéressante au niveau politique en tous les cas. Si mes souvenirs sont bons, c'était surtout ça. Quand vous voulez pas perdre, même si vous savez pas vous battre, vous obtenez gain de cause. C'est un principe. Il a un discours politique qui est très construit. Alors, sur l'immigration, etc. Et quel est ce discours?
Et puis loin d'être ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que la plupart des gens qui pensent à Ayoub imaginent un skin qui aurait des idées de skinhead, quoi. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est un truc... il est confus aussi, c'est-à-dire dans l'idée de ce que dirait Bégodeau dans le confus, c'est-à-dire en gros, il amalgame des idées autant qui pourraient être de droite comme de gauche, voulant l'application de la loi qui est actuellement, enfin voilà, des trucs assez particuliers, mais en même temps une façon de concevoir aussi le territoire, enfin c'est assez intéressant, en vrai, je pourrais même pas le résumer, comme ça ce serait beaucoup plus compliqué, et il est plus malade que bête. Je sais pas s'il est malade, j'arrive pas à dire qu'il est malade non plus. Honnêtement, j'irai pas jusque là, j'avoue. Qu'il faut faire la loi, je sais pas, demandez-lui à lui aussi. Vous savez, ça c'est des gens, il faut pas me demander à moi ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, vous voyez. Moi j'ai mes règles, hein, je suis encore là, je suis encore en vie, hein, ça fait 47 ans que je fais ça, donc voilà. Là, quand il dit ça, on dirait que... Et je peux comprendre pourquoi il dit ça. Et en parlant avec lui, j'avoue, je peux comprendre. On dirait qu'il est ultra dangereux. Et c'est vrai qu'il fait cet effet-là, c'est-à-dire qu'il rentre dedans, tu vois, il a pas peur du tout. On voit quand il parle à Thierry Vincent à l'époque, où il envoie chier complètement et tout. Il dit, tu coupes ta caméra, c'est bon, ça me saoule et tout. Voilà, effectivement, il va pas hésiter à dire qu'il est pas content. Après, est-ce qu'il ira buter un journaliste ou un photographe de presse? Non, je pense pas, faut pas déconner. Donc là, le gars, il abuse peut-être un peu, et je pense qu'à l'époque, il pouvait faire peur dans le sens de, voilà, il est très implanté politiquement et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il irait faire grabuge? Je suis pas sûr. Mais il est pas bien, le gars. Et là, Ayoub, il est carré, hein. Vous voyez, il est encore carré, hein. Putain, de ouf. Franchement. Je me prénomme Serge. Là, si... je vais dire un truc, en réalité. Mais en gros, il se respecte. Attention, on rigole pas. Je suis un Parisien issu de la ceinture rouge. C'est le Paris populaire. Et j'ai adhéré à une mouvance qui était skinhead. J'ai d'abord formé mes mecs sur Gambetta et après on s'est rapatrié sur Saint-Michel. Il y a un gourou. Il y a un gourou avec ses codes, ses valeurs, etc. Puis autour, il y a les membres du groupe, quoi, qui sont là et qui écoutent religieusement et qui opèrent comme on leur demande d'opérer. Je pense qu'il aurait pu plus dire ce que pensait politiquement Ayoub que de dire que c'est un gourou. Franchement, je pense qu'en vrai, l'un était plus facile à caler que l'autre. Hein. Mais bon, après ça, c'est qu'une question d'avis. Et voilà. Donc ça, c'est la fin du premier épisode, épisode 2, et c'est parti. De skinheads armés de barres de fer, de manches de pioche et de battes de baseball. Tous ces militants extrémistes, ils sont connus pour des actions de violence, tant sur la violence urbaine que sur des violences d'ordre raciste. Je suis africain. Africain, bah casse-toi alors. Allez, casse-toi. Casse-toi quoi? Casse-toi. Sinon. Alors là, c'est des trucs qui ont été filmés dans un documentaire, un vieux docu de soit de France 2 ou TF1, je ne sais plus. Et je me demande à quel point les gars ont profité de cette séquence pour en rajouter des caisses et faire ouais, on est ultra raciste, ouais, on est super méchant et tout. Parce que honnêtement, c'est bizarre que les gars se comportent comme ça avec une caméra qui les suit, le spot, le perchiste, enfin c'est un peu chelou quand même, hein. Franchement, la télé... Et il met une bonne tarte, les gars ils volent quoi. Je m'appelle William Deligny et avant j'étais connu comme Petit Willy, un ancien skinhead quoi, violent et connu sur Paris quoi. J'ai vécu à Bagnolet, une ambiance de cité qui est extrêmement difficile pour évoluer psychologiquement. J'avais un père qui était alcoolique, une mère qui pleurait beaucoup. Et puis dans ces cités, y a beaucoup de gens qui boivent aussi. Vous entendez des cris, il y a des bruits partout. C'est pour ça qu'il est devenu raciste. J'avais comme un ami à 13 ans qui était mort d'overdose, un autre qui s'était suicidé du 9e étage. Ça arrive malheureusement, oui. Donc on est confronté à une violence qui nous dépasse quand on est enfant. On se retrouve dans une situation où on est finalement perdu et on cherche une identité. Oh, c'est dur. Regardez quand même. Où on cherche une identité, là, gros plan. Ouais. Oui, non, mais je comprends. Je comprends l'idée du parcours difficile qui rend, voilà. Oui, pourquoi pas, ça rend border.
Ouais, c'est un peu ma vie, ouais, sauf que je suis pas devenu skinhead, j'ai tabassé personne, j'ai pas volé de gens en mode tu me donnes tes docs, je sais pas quoi, non, j'ai jamais fait de grands délits. C'est comme un légionnaire, j'étais focalisé. C'est un gauchiste, hein, les gars, c'est un gauchiste, faut vous dire ça, là, on va avoir que des gauchistes qui se plaignent, hein. À part Ayoub qui est déter, tous les autres ils se plaignent, hein. Moi je veux pas être méchant, mais là, tous ils sont en mode, non mais... Voilà, quelque part. Et puis aucun s'est fait chasser par les chasseurs de skins. Ça, c'est bizarre aussi. C'est genre, oh, on s'est pas croisé, non, mais parce que voilà, on s'était retiré. C'est très bizarre ça. Parce que les chasseurs de skins, pareil, hein, de l'autre côté, là, le côté gauchiste, soi-disant, ouais, on parlait de Black Dragon, je sais pas quoi. Un petit peu dans le sens où effectivement la flûte tu te la mets dans le huc. Mais en gros le problème c'est qu'effectivement quand tu racontes des histoires qu'ils ont chassé les gens et tout, de ce que j'entendrais plutôt c'est qu'il y avait des gangs effectivement qui s'étaient formés, des histoires de drogue, de femmes, etc. surtout, et que c'est surtout ça qui a créé des embrouilles parce que des gars baisaient avec d'autres, des histoires de stupes et tout machin, mais plus ça qu'autre chose. Et j'en ai discuté avec Ayoub, confirme aussi ça de son côté, donc me semble-t-il ça a l'air d'être des ragots en mode oui bon voilà on justifie ce qu'on faisait, mais soi-disant ils devaient pas violer, pas se droguer et pas violer les Black Dragons. Bref, enfin, les Black Panthers là je crois. Un gang. Les Black Panthers français. Je veux être un skinhead. C'était vraiment comme une religion, tu vois. Quelque chose de vraiment, je m'étais préparé et tout. Et j'ai commencé à prendre leur démarche. À toujours faire la tête, à regarder les... Lui, il a vraiment la mentale d'une dérive sectaire. C'est-à-dire, il s'était préparé avant de devenir skinhead à être un skinhead. Et il avait la mentale, il s'était renseigné comme s'il avait internet à l'époque, tu vois, quasiment, quoi. Il y avait des potes, il regardait, il disait, ah ouais, fais voir. Oh, putain, une Vastica, putain, incroyable. Fais voir, t'as une coffre. Oh, attends. Comment tu dois regarder quelqu'un? Tu le regardes comme ça en faisant le méchant. Ah, je suis méchant. Ah. Du coup, il était là, comme ça, il passait dans la rue. Ah, t'as un problème, toi? Tu te pètes ta gueule, toi? Ah. Et là, il mettait des tartes et tout. Et après, il s'est spécialisé dans le coup de boule. Et voilà, c'est la carrière du jeune homme. Genre, dès que quelqu'un me matait, bam, ça partait. Ouais. Ah. Problème, toi? Donne ta veste, donne tes docs. Ouais, t'as un problème? J'avais un surnom à cette époque-là aussi, on m'appelait coup de boule d'enfer. Pardon. Non mais c'est pas drôle, mais coup de boule d'enfer quoi. On a gros lardon, on a porcinet, on a raclette au bacon, et maintenant on a coup de boule d'enfer. Ah, bah, je dis ça, je dis rien, mais le pseudo on dit beaucoup quoi, ça en dit long. Quand tu commences à choisir des trucs genre c'est quoi ta spécialité? Moi c'est j'ai un coup de boule d'enfer. Moi on va t'appeler coup de boule d'enfer. T'es un poète toi. Ouais. T'as fait des études de littérature, tu es licencié en langue française. Tu es un doctorant du français d'ailleurs. Tu devrais finir à l'Académie française peut-être. Là, il fait peur. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée quand même. Il a plus une tête de gland. Enfin, je veux dire, non mais la forme, je veux dire, tu rajoutes un petit trait là au-dessus et t'as une bite quoi. Enfin, je veux dire, excusez-moi monsieur le petit Willy. Si un jour vous voulez que je vous interviewe, vous aurez grand plaisir. Mais je veux dire là quand même, la chauvité fait que gland quoi. Enfin, bref. Je pouvais casser les vitrines en fait de bar à coup de tête. Donc quand je mettais un coup de tête. Ah bah ça faisait vraiment un impact. Alors toi tu t'appelles coup de boule d'enfer, donc effectivement, je veux dire, personnellement, on dirait des noms d'indiens, genre petit nuage volant, nuage de feu en fumée, etc. Machin. Et bah lui c'est coup de boule d'enfer. Mais genre, il a besoin de nous expliquer ce que ça veut dire. Ça fait mal hein, les commotions. À cette époque-là, il y avait un groupe qui s'appelait Screwdriver en Angleterre, qui était tout habillé en noir avec des symboles fascistes, etc. Et c'est quelque chose qui nous attirait beaucoup. Beaucoup de gens trouvent la politique barbante et certains aspects le sont effectivement. C'est vrai. Mais aller à un concert et écouter un groupe avec lequel vous êtes d'accord, c'est beaucoup plus amusant que d'aller à une réunion politique. Et nous pouvons atteindre ainsi beaucoup plus de gens. Leur musique, ils l'appellent la Oi. Ce sont les Anglais qui l'ont pratiquée en premier, mais depuis près de 3 ans, Paris a son groupe. Ils répètent dans un studio de banlieue. On avait un groupe de musique, Evolskin. Non, pas le formol, l'EHPAD, Elvis. L'EHPAD. C'est un groupe mondialement connu chez les skinheads en fait. Attention, c'est important ça. Mondialement connu. Non mais... c'est mondialement connu. Mondialement connu. C'est pas rien, hein. On était copains avec eux. Hein. C'est des superstars quelque part. Hein. Ils faisaient des concerts en Pologne, des salles de concert confidentielles, certes. Ils allaient à Atlanta aussi. Ils se cachaient bien entendu pour accéder à la salle car il y avait beaucoup de noirs. Mais voilà, les membres du Ku Klux Klan les écoutaient. Mais connus internationalement, hein, jusqu'au... pas en Asie bien sûr, pas en Afrique, pas dans le monde entier, mais international quand même. C'est, voilà.
Comme on traite souvent les skins de bêtes et méchants, nous on dit oui, on est bêtes et méchants et en plus on est content, quoi, voilà. Evil Skin. Et franchement, fort, hein, être musicien c'est dur, hein, ça demande quand même un talent de composition, genre vous êtes bête et méchant. Si on faisait la chanson, on est skinhead, bête et méchant. Et c'est un tube. C'est le tube. Voilà. Ça aurait pu marcher à notre époque. Hein. Il devrait peut-être envisager un truc. Hein. Va marquer parce que ça va être le premier groupe politique. Pour une fois que je peux le dire. Hein. Ouais. Dr Skinhead, la force est avec nous. Dr Skinhead. C'est le groupe de musique de Saint-Michel. C'est ce qu'on avait défini en interne. Voilà, pour se diffuser, il faut aussi qu'on ait un moyen de... Ah bien, c'est les d'Ayoub. Non mais non, franchement c'était très très bien. Les titres et tout était très bien. C'est Hachik, 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 aïe aïe aïe, azig, 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 aïe aïe. Non franchement très très bonne idée. J'ai rien. Attention. Hein. J'ai rien à dire. J'ai rien à critiquer. Très très bonne idée. Il faut faire de la métapolitique. C'est un peu l'idée de Cro-Blanc et je pense que c'est une très bonne idée. Voilà. Je n'ai rien à critiquer sur l'ancienne Oi mondiale, internationalement connue. Enfin, voilà. La communication et la musique est un moyen de communication. C'est vrai. Ah, là-dessus, il a raison. Je peux pas dire le contraire. C'est de la méta. Ah, c'est abusé là. Quelle horreur. Donc en gros, là, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans un camp. Les barbelés. Ah, ça, je me souviens que ça par contre, je crois que ça avait choqué à l'époque, et je me souviens de la chanson préparant, enfin, qu'il y avait le gros préparant, je sais pas quoi, ça je me souviens. Oui, c'est du punk de bas étage, oui, je sais, bon, que voulez-vous. C'est des paroles vraiment... Et là, c'est quand Ayoub a un peu imposé une ligne politique dans les concerts de Oi, etc., un peu parisien, ça, quoi. Dur, quoi. Sur un racisme... où c'est comme la rigolade. C'est vraiment pas ouf, ouais, non, c'est rigoler avec des choses qui sont... pas terribles, quoi. Qu'on peut pas se moquer, quoi. Tu vois, comme des camps de concentration, des choses comme ça. C'était vraiment violent, tu vois. À l'époque, ça l'avait pas choqué, mais maintenant, oui, tu vois, c'est... Ouais. Vraiment violent. Le premier concert qu'on a fait, on avait été en banlieue parisienne. Les gens ont rentré, on ne payait pas. On a viré le groupe sur scène, on a pris leur place et on a fait le concert. Et après, on s'est tapé avec presque toute la salle. C'était ça l'ambiance à l'époque. C'était une ambiance vraiment arabe. C'est pas seulement un groupe de musique, c'est des gens qui ont une crédibilité urbaine, on va dire. Avec un peu comme des rappeurs membres qui sont connus dans la rue, avec des gens comme Petit Willy qui est reconnu comme un gros bagarreur, avec des gens comme Sniff. Je le connaissais bien. Alors c'est Peste Noire, tous ces trucs-là. À l'époque, il y avait une boutique qui s'appelait en fait le Nuit Rose. Le seul magasin de disques punk de notre type de musique. Donc il fallait qu'on y soit. On s'est implanté ici avec de nouvelles personnes qui étaient vraiment plus dures là, cette fois. Il y a des gens qui nous ont rejoints et là ça formait une bande vraiment de fous, quoi. Le mouvement skin va faire peur quand même. Ça veut dire que ça va rassembler des gens qui sont quand même là pour la bagarre. L'ultra-violence. Leur apparence est volontairement agressive. Blousons de nylon ou de cuir qui viennent des stocks de l'armée américaine, des bretelles anglaises, des jeans roulés à mi-mollet sur des Rangers renforcés avec des coquilles d'acier. Il faut savoir, quand je vous parle que je me battais tous les jours contre des mods, des skins, des redskins, des punks, des antifas, etc., sont des gens qui avaient un uniforme, qui savaient ce qu'ils faisaient. Quand t'es en uniforme, t'es en guerre. Je vais dire qu'une chose, c'est que le problème des skins maintenant, normalement, c'est ils se disent skin, donc c'est pour taper sur la gueule des Arabes, et en fait ils tapent sur la gueule de tout le monde. Tout ce qui a un autre look, tout ce qui est différent, tu le lamines. Je me rappelle une fois, j'ai défoncé un gars, tu sais. Ah, c'est parti. Parce qu'il m'avait juste regardé une fois. Juste, il s'était retourné.
Je l'avais frappé tellement fort qu'il y avait le trottoir. Et il y avait Et là, c'est American History X. Là, nous fait une American History X. Attention. Et merci à Épicurieuse qui rajoute 5 € à la canette de la Claudie. N'hésitez pas, Claudie, comme Épicurieuse, passer par Subélas, Paypal et permet de faire des reportages. Pas qui sait, moi-même les personnes et faire le contre-terre de. J'aimerais bien faire j'aimerais bien vraiment aller, quoi pas, aller faire la roue d'une voiture et j'essayais de rentrer sa tête comme ça, à coup de pied. Un truc de fou, quoi, toi. Et le gars, je l'ai laissé inconscient, j'ai été joué à 5 mètres à côté au flipper, tu vois, et les flics sont venus me serrer, tu vois. Quand tu frappes sur des gens de cette manière-là, avec tellement de haine, tu sais pas ce qui se passe, tu laisses les gens dans le caniveau, tu laisses les gens inconscients. Je me suis fait ramasser le matin, par exemple, chez mes parents pour des histoires de meurtre aussi, hein. Parce qu'il y a des gens qui laissaient leur vie. Moi, on est venu me chercher pour ça. Voilà. T'inquiète, Kamikaze, t'inquiète, c'est pas pour toi. T'as déjà fait t'as fait ton geste yeux claudien, comme on dit, limite pour l'année. Effectivement, toi, les autres, du monde là ce soir quand même. Hein. Oui, il y a un pouce bleu, là, c'est gratuit. Je peux pas en dire plus. Alors pareil, là, il y a une affaire que je connais dans cette histoire. Je crois ça va faire une histoire de... Dans cette logique de trôner au sommet de l'écosystème subculturel, le skin se voit comme le roi de la jungle, en fait, de toutes les tribus. Souvent, c'était très simple. J'avançais dans la rue, j'en croisais un, je tartais, je continuais, je m'arrêtais même pas. Alors, j'ai participé à une bande, j'ai fait partie d'une bande, il m'appelait la socialiste, Oui, non, mais bien sûr, moi j'ai déjà rencontré des skins aussi, c'est pour ça. Alors, moi je me suis fait une fois un peu rab avec la bande village qui est, mais en vrai de vrai, j'ai eu le même problème avec les Turcs. Pour moi, ceux qui partaient en. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, Ayoub il est vénère. Le roi de la jungle, en fait, de toutes les tribus. Souvent, c'était très simple. J'avançais dans la rue, j'en croisais un, je tartais, je continuais, je m'arrêtais même pas. Il veut garder ça. Je pense qu'aujourd'hui il en met encore, hein. C'est possible qu'il en mette encore. Les premières bandes françaises en fait vont vraiment être associées à des quartiers. C'est d'abord le lieu. Je suis d'accord avec toi, les peu d'action, même j'ai vu toutes sortes de gens de toutes sortes, tout à fait lambda on va dire, qui aimaient bien on va dire faire la fête, se droguer effectivement et partager des moments avec des gens aussi bizarres qu'eux parce que des freaks, voilà c'est des freaks, un peu des freaks. Et merci à The Burger qui rajoute un sub sur Kik. Qui va définir les bandes. Les skins c'est une menace à partir du moment où t'es à Châtelet-Léal. Les skins, c'est une menace si t'es à Saint-Michel. On parle de la bande de Bon-Sergent, la bande de Tolbiac. Les skins, c'est une menace si tu prends la ligne 9. Les skins, c'est une menace si tu prends la ligne 10. Très circonscrit dans 3-4 heures. Toutes ces bandes vont être plus ou moins en concurrence entre elles au niveau de la réputation, savoir quelle est la bande la plus furieuse. Quand je rencontrais un autre skinhead, soit on le fracassait, on le dépouillait, les chaussures, il repartait en slip. Soit il assurait, on le prenait dans la bande. Mais il n'y a pas de demi-mesure à cette époque-là. Jean-Yves Castagne. On voulait pas de nous. Oui, on venait d'arriver. Eux, ils étaient skins en 80, nous on était skins en 82. C'était trop tard pour eux. Bon, ils s'y sont faits. Alors, je vois ce qu'il dit là. En gros, il dit, on s'est imposé, ils voulaient pas de nous, de ça. On a fait en sorte d'être le mouvement majoritaire reconnu, dont dans les quand même à bien phagocyter, on peut dire d'une certaine manière, le mouvement. Est-ce que vous avez fréquenté Serge Ayoub à l'époque? Non, il est venu qu'une seule fois ici et il est jamais revenu. Là, il est pas très confiant, vous allez voir ce qu'il va dire. Et peut-être qu'il va aller mieux. Je sais pas. Là, j'avoue, par contre, je suis pas sûr. Je veux pas être méchant ou voilà, mais je pense que c'est plus dans l'autre sens du coup là sur le. Ici à Saint-Michel, ils traînent toute la nuit cherchant la bagarre. Après le guitariste africain, ils s'en prennent à un skin rival à l'entrée d'une brasserie. Tout le monde qui lui arrête autour. La cassure a été vraiment 83-84. Un problème Où là, chacun a décidé de choisir son camp. Et là, c'est la guerre des clans, quoi. C'est un peu ça. Ça se divise. Ça commence à choisir le clan plus fort. À un moment, tous les gars des Halles sont arrivés. Ils sont arrivés à une 30-40aine quand même, tu vois. Ils ont aussi nous dit...
nous dégoûter de la chose manu militari, mais ça n'a pas marché. Et là, il y en a un qui vient me voir, qui avait tatoué sur la tête, comme ça, fait en France, avec une croix. Un skinhead des Halles, comme ça. Et là, je me suis dit, bon, c'est parti. Je lui ai explosé la tête, comme ça, un coup de tête. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les 40 gars qui avaient, tu vois, ils ont été, comme copains, impressionnés qu'un petit gamin de 15 ans puisse mettre une tête à un meneur, quelque part, tu vois. Les bagarres de rue, c'est très rapide. C'est pas comme dans les films, hein. C'est pas, y a pas 26 coups comme ça très vite. Un coup vous sèche et vous tombez, c'est le premier qui tire. Bon après tomber ça dépend, non, tu tombes pas sur un coup en principe, à moins qu'il soit très très bien placé, etc. En général tu vas pas tomber pour une patate. Enfin, à moins que le mec soit surentraîné, je veux pas être méchant, autant tu peux avoir une équipisse, t'es pas bien, voilà, mais tu vas pas tomber en moyenne pour une patate. À moins d'être fait en sucre, de vraiment mal prendre de coups et qu'il soit bien placé, tu tombes pas pour une patate. Non, tu as mal, tu fais voilà, à la limite, non, tu tombes pas dans les vapes comme ça. Le gars il abuse, s'est jamais battu. Je pense qu'il fantasme le truc pareil. Faut pas déconner. Le corps humain est un petit peu résistant tout de même et peut résister un petit peu au choc. J'ai pris 3 coups de couteau. Voilà, très très bourré, voilà, oui, effectivement, très très bourré. C'est vrai que la bagarre dure pas très longtemps. Coincé sur un capot de voiture. Voilà. Et heureusement, la lame n'était pas très grande. Le cœur n'a pas été touché. À 5 cm, c'est passé. Un soir de Noël. J'en ai vu plein des patates et j'en ai pris aussi. On m'a pété le nez 3 fois, donc t'as une droite au menton, tu tombes. Ouais, mais faut que le gars il pète une droite au menton. J'en ai jamais pris une au menton. J'en ai pris 3 dans le nez. Voilà, j'en ai pris 3 grosses dans le nez. Je me suis fait redresser le nez là parce que je sifflais du nez. Et j'ai toujours un peu le nez qui bouge, etc. Parce que voilà, j'ai fait une rhinoplastie. Mais de facto, j'ai jamais pris une patate dans le menton. Jamais de la vie. Et encore, dans le menton, tu tombes pas obligatoirement. Tu vas tomber si ton menton fait une rotation. Voilà, si tu le menton mais que tu bouges pas, tu vas pas tomber, frère. Enfin, à un moment donné, moi j'ai déjà vu des gars se prendre des coups dans le menton qui n'ont pas bougé, tu vois, parce que les gars ils avaient l'habitude de se prendre des coups. Et qu'au bout d'un moment, faut vraiment y aller quand même et qu'il y ait un bon coup, tu vois. Faut bien qu'il soit placé. Il faut que, voilà, faut qu'il y ait une rotation un petit peu vénère, tu vois. Non, mais les gars, je suis désolé. T'as jamais pris un KO, tu t'es pas. Si t'as jamais pris un KO, tu t'es pas beaucoup battu, ni enfant, ni plus tard, même quand on m'a tabassé avec plusieurs personnes. Alors oui, je me suis pas vraiment battu comme un boxeur, mais c'était une bagarre de rue, effectivement. Désolé frère, y a pas des règles comme sur un ring. Et du coup, j'ai pas pris un KO. Désolé, j'ai jamais pris de KO. Et je veux pas prendre un KO, mais je veux te dire, jamais vu personne prendre un KO d'ailleurs dans la rue, quoi. Jamais de la vie. Alors j'en ai vu en vidéo des KO, c'est très impressionnant, mais j'ai jamais vu de KO dans la rue, jamais de la vie. Et j'en ai vu des gars se battre, hein. Jamais de la vie. Même dans les balles et tout, jamais j'en ai vu un prendre un KO direct. Jamais. J'ai vu des gars se mettre des patates, des gars qui étaient là. Non, j'ai pas tout vécu, mais j'ai vécu ça, désolé les gars, j'étais toxico. Bien sûr que j'ai vu des gens se battre et des gens qui faisaient n'importe quoi. Et tout vécu. Bah oui, désolé d'avoir vécu ça. Désolé d'avoir vécu des bagarres. Oh là là, mon Dieu. Quel truc incroyable d'avoir vécu des bagarres dans une vie de garçon jeune, défavorisé en partie. Et vous êtes cons, quoi. Vous avez jamais rien vécu, c'est pas pareil. C'est pas de ma faute si toi t'as rien vécu du tout, tu vois. Genre, je vais pas te dire, t'as pas vécu, tu vois. Genre, c'est pas de ma faute. C'est, voilà. Si t'as pas vécu de bagarre, grand bien te fasse et je veux pas que tu te bagarres. Tu vois, je pense pas que ce soit une bonne chose de se bagarrer. Voilà. Hein, possible. Mais c'est, voilà, mais j'ai pas dit que c'était un cas majeur, mais je veux dire, en vrai, il y a pas beaucoup de gens. Non, mais vous avez déjà vu des gens vous faire des KO régulièrement, vous, dès qu'il y a une bagarre, il y a un mec qui vient un KO, quoi. J'en ai pris un et j'en ai vu. Ah bah t'as pas de... Désolé Venven pour toi, je suis désolé Venven. Tu vois, t'as ma compassion, dans le sens où j'aimerais pas vivre un KO, mais j'ai eu de la chance, voilà, j'ai eu de la chance, que voulez-vous. Bah non, j'ai pas une vie mouvementée, j'ai jamais été KO. Mais non, mais faut savoir, soit j'ai jamais vécu de bagarre et que du coup j'ai jamais été KO, soit j'ai une vie mouvementée et il y a eu trop de violence, je sais pas quoi, voilà. Et t'as bien raison de fuir la violence, que c'est nul la violence, et ça fait pas du bien au cerveau, ni à la vie en général, et au nez non plus. Du coup, voilà, j'ai eu l'œil, ça c'est... Cadeau de Noël. Ça c'est les blessures de guerre que j'ai. Et j'ai une côte aussi qui a été déplacée, c'était le fameux truc à chaque fois. Cette violence, c'est quelque chose qui va rester quelque part dans l'ADN du mouvement skin en fait. Il va commencer à avoir des gros titres sur la violence des skins et notamment la violence qu'ils vont produire dans les stades de football. La musique, c'est une très bonne chose de pas avoir vécu ça, exactement. La musique pour rien, et le foot. Et le foot en l'occurrence, le hooliganisme, la violence dans le foot.
Mais qu'on me reproche pas d'avoir vécu des trucs, quoi. Je veux dire, c'est pas que j'ai tout vécu, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Bah désolé les copains, pas grave. Hoy, qui à l'époque incarne le plus cette dimension-là, c'est un groupe qui s'appelle Cockney Rejects, qui revendique leur passion de la violence dans les stades. Ils ont même une chanson qui s'appelle War on the Terraces, donc la guerre dans les tribunes. Sport. Ce soir au Parc des Princes, France-Angleterre de football. C'est un peu un événement parce que c'est la première fois depuis 21 ans que l'équipe nationale d'Angleterre vient au Parc des Princes. Une équipe d'Angleterre qui de toute façon ne nous a jamais réussi, c'est ce que je vous propose de voir dans le sujet. Les stades de football, ces temples de la classe ouvrière, vont devenir importants pour les skins parce que c'est une manière aussi de se voir en nombre. Là, quand ils arrivent... C'est ça, Loulou, c'est pour ça que les skins d'origine ont fini par les stades et en gros, Boyne, etc. Machin. Et en gros, beaucoup de groupuscules qui y allaient. Et effectivement, ça a permis aussi de les rassembler, en fait, les premières manières de communier, on va dire, et de faire du... Pour soutenir leur équipe, ils peuvent être des centaines. Et donc, ils ont vraiment, là, ils voient leur mouvement vivre. Il n'était pas question que les Anglais débarquent et se croient chez eux non plus. Il y a eu un accord tacite entre les différentes bandes parisiennes. Pour ce jour-là, tout le monde est uni contre l'envahisseur anglais. Plusieurs milliers d'Anglais font le déplacement à Paris. À l'époque, c'est une tradition pour les Anglais de se déplacer en nombre à l'étranger, puisque c'est une manière de montrer qu'ils existent plus que jamais sur cette scène et qu'ils la dominent. C'est une histoire de réputation, le hooliganisme. On est en France, on est chez nous, les Anglais viennent, on va leur montrer qu'on peut défendre notre territoire et donc exister sur la scène du hooliganisme. Alors cela peut paraître stupide du point de vue extérieur, mais c'est la logique de ces gens-là à l'époque. On est clan contre clan, gang contre gang, violence contre violence, et on existe en tant que hooligan français. Le terme de clan et de gang n'est même pas trop fort, on va dire. C'est vraiment ça, quoi. On s'était donné rendez-vous aux portes de Saint-Cloud. Sauf que quand on est arrivé, les Anglais étaient déjà là depuis le matin au midi. Donc chaque bande a eu maille à partir avec les Anglais dans le métro un peu partout. Donc on s'est jamais vraiment retrouvé comme c'était prévu. On boit quelques verres avant et on prend le métro pour aller au Parc des Princes. On avait un wagon de skinhead, toi. Et merci pour les 5 subs à la yeux, Claudie Unknown. Merci beaucoup. Et ils font moins les French skinheads. Malgré les critiques. On se tapait à coups de couteau, à coups de trucs de fou, quoi. Je me souviens, il y avait un Anglais trapu. Et les trapus, il ne faut pas que je le rate. Évidemment, je mets une patate, un coup de poing et je le rate, forcément. Et là, j'ai un copain qui arrive, boum, il lui met un coup de genou en sautant. Et lui tape la tête contre le métro qui est arrivé, donc ça l'a calmé. Truc de fou, ça a été. Tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai rajouté 10 pour Philadelphie, donc du coup, ça compense avec le 1 de notre cher Unknown qui a offert 5 souscriptions. Vraiment une guerre France-Angleterre. On a sauté sur le quai, on a couru sur tout le tunnel jusqu'à la station suivante. Les Anglais ne nous ont pas suivis. On s'en est sortis là. Je me souviens très bien qu'à l'époque, les premiers incidents éclatent autour du Parc des Princes, entre Anglais et Français, et on sent d'emblée que ça va partir en vrille. J'avais taillé des barres de fer de 50-60 cm. Le but c'était, avant de tomber, on en fait tomber le maximum. J'ai vu le... Alors, donc avant de tomber, on en fait tomber un maximum, sauf qu'en fait, ils ont retrouvé la barre, mais je pense qu'ils s'en sont pas servis, au vu de la gueule de la barre. J'ai à la télévision le lendemain. Voilà, ils ont cassé, oui. Ah, si, il y a du sang. Anglais, ah bah, du coup, il y a du sang, donc ils ont tabassé quelqu'un. Ils ont la pratique et le métier. Ils se sont rendus compte qu'on était que 5, mais il devait être 100, 150.
Ben, j'en ai pris. Je pense qu'ils bossaient, beaucoup étaient à mon avis des gars qui étaient peut-être à l'équivalent du RSA, du minimum social à l'époque, et j'imagine que d'autres c'était du trafic, des trucs comme ça, enfin des petits arrangements, peut-être un peu de délinquance. Je pense qu'il y avait de tout, et la plupart de machines. Après eux là, les cassos, du coup eux j'imagine que oui, on est plutôt sur du petit délit quoi. J'en ai pris 2. Et puis j'ai jeté mon objet contendant et je suis allé me réfugier au Terminus, qui était un café, parce que dehors il y avait une horde de sauvages qui m'aurait fait la peau s'ils m'avaient mis la main dessus. À titre personnel, je n'ai jamais connu un tel chaos autour du Parc des Princes avant un match. Ça, c'est une certitude. Oui, là, il y a eu des chaos, mais pas forcément tout le monde. Pour parler de bagarre. Vous voyez, par exemple, c'est bizarre ça. Pourquoi tous les hommes ne tombent pas de chaos? C'est la question que je me pose, moi, maintenant. Une dizaine de supporters seront interpellés, 2 autres seront hospitalisés. L'un a été atteint d'un coup de couteau, l'autre d'un coup de hache. De hache, quand même. Faut être déter d'emmener une hache au stade, quoi. Faut être vraiment déter. C'est vrai qui a pris un coup de hachette. C'est des pauvres frères. Ma pauvre mère qui est en train de se dire oh la pauvre maman, la pauvre maman, oh la pauvre maman qui a son fils, c'était le sien. On est en haut de la tribune, je ne sais pas si vous connaissez le Parc des Princes, il y a une tribune en haut, une tribune en bas à Boulogne. Nous on était en haut, les Anglais étaient en bas. Et les Anglais nous provoquaient, ouais, venir, et on leur jetait bien sûr des chaises, on pétait les sièges, on leur jetait dans la gueule. Il y a un Anglais qui était face à nous, qui fait en anglais come on, comme ça. J'ai dit c'est con parce que je n'aime même pas le foot. Je suis pas un amateur de football. Donc je risque de me faire buter pour un truc dont j'avais rien à foutre. Effectivement, c'est un peu bête. Et c'est parti pour la 3e partie. Une production originale Brutix, 3e partie. On était jeunes et cons et un petit peu alcoolisés, un petit peu avec des amphétamines aussi. Un policier est mort. Ah ouais, un policier est mort ce soir-là. D'accord. Puis quand on a 20 ans, on réfléchit pas forcément avec tous ces neurones. Skinhead. Je me souviens, je tape dans le tas. Les gens me sautent dessus. Ah, les jeunes Ayoub qui étaient là, effectivement. Tout ça est filmé, hein. Ah ouais, qu'il est chaud, ouais. Tous les Anglais qu'on a croisés, ils avaient des coups dans la gueule. Arrive une charge de CRS. Les Anglais, quand ils voient les CRS chargés, refluent. Ils ont défoncé tout le monde sauf moi. Je peux vous assurer que ça tapait dur. Les CRS ont du mal à maîtriser la situation. Et là... c'est vrai que ça a l'air d'être assez mouvementé, on va dire. Hein. Les Hools, c'est toujours très compliqué. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis quand même une sacrée pression, parce qu'ils n'étaient pas si nombreux, en vrai, à la bande à Ayoub. Et à ce moment-là, ils ont mis une sacrée pression, quand même, face aux Anglais, qui auraient pu charger de ouf. Quoi, donc, De nombreux spectateurs qui n'ont rien à voir avec tout ça décident de partir, parce que la situation dégénère vraiment. J'ai pas vu le match. Au moment de la Marseillaise, j'ai évacué le stade pour aller rejoindre mon frère aux urgences. C'est un marqueur. Et là, il y avait des Anglais on s'est retrouvés dans les urgences à se battre. C'est rigolo d'aller se battre aux urgences. C'est très bien, c'est bien, parfait. Tout va bien. Dès le lendemain, les journaux français et plus encore les journaux britanniques ont fait leur une et leur gros titre sur la question. C'est devenu une affaire politique majeure. Margaret Thatcher s'empare du sujet et doit s'exprimer. Jacques Chirac, du côté français, condamne l'invasion des Anglais. Je suis absolument outré par le comportement des supporters britanniques qui se sont, une fois de plus, conduits comme des voyous. À l'époque, les pouvoirs publics français les Anglais, c'est la faute des Anglais. Insistent surtout sur la responsabilité anglaise. Or, les Français ont une large part de responsabilité. Non, mais non, il n'y a aucune part de responsabilité que n'importe quoi. Ils se sont fait embêter, hein. Les Anglais étaient là, voilà, sur le corps de la mec. Les Anglais, ils sont comme ça, hein, faut le savoir. Et du coup, c'était léger. Je suis désolé, hein, faut arrêter de mentir. La perfide Albion. Pour les hooligans français, ce match va rester une sorte de référence.
c'est le match où ils ont le sentiment d'avoir dominé les Anglais. La déferlante hooligan prend des proportions inquiétantes. Voici la tribune Boulogne où ils se rassemblent. Un noyau dur, 200 à 300 jeunes qui n'appartiennent à aucun club de supporters et des électrons, près d'1 millier de supporters prêts à en découdre et que rien ne semble devoir arrêter. Dans une des tribunes du Parc des Princes, la tribune Boulogne, se rassemblent des jeunes qui ont une forme de fascination pour le football anglais et de tout ce que ça signifie en termes de culture, de chant. Je dirais qu'ils se la jouent un peu à l'anglaise d'une certaine manière. C'était la tribune, notre tribune. On était entre nous, entre guillemets, c'est devenu un territoire. Boulogne, tribune nationaliste et blanche. Moi, j'y suis allé avec un de mes amis qui est maghrébin. Bon, ça a été une grosse expérience pour lui parce que il m'a dit t'es sûr il va rien m'arriver? J'ai dit bah non, si t'arrive quelque chose, c'est moi je mets mon mêlé parce que t'es mon ami. J'ai dit mais tu restes à côté de moi, tu vas aux toilettes, tu restes à côté de moi. Il a vécu ça comme si je l'avais emmené dans un endroit maléfique. La grande époque Canal, qui rachète le PSG à l'époque, et là, voilà, il y a toute une affaire. C'est assez intéressant, là, ce qui va se passer. Là, c'est l'aspect politique, métapolitique, lié au football, au pognon, machin. C'est pas mal. Quand Canal+ rachète le PSG, la tribune Boulogne est un vrai foyer de hooliganisme, potentiellement dangereux pour le club et pour son avenir. On peut crever, ou on peut crever un mec. Voilà. On peut jamais dire ce qui va se passer. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on sait pas ce qui va se passer. C'est un goût du risque, il y en a qui montent au Mont Blanc pour avoir du risque, nous on vient ici. Même si on sait qui sont les casseurs, on ne peut pas leur interdire l'entrée, la loi ne nous le permet pas. Donc dans ce cadre-là, notre marge de manœuvre est effectivement encore limitée. À l'époque, la stratégie consiste dans certaines banlieues, mais aussi dans certains stades, à engager en quelque sorte des grands frères, si j'ose dire, des gens qui ont autorité sur les jeunes qui sont dans les tribunes, en l'occurrence, et c'est ce que va faire le Paris Saint-Germain avec la tribune Boulogne. Proposé de rejoindre le club. Ça commence à être très chaud là, ça commence à devenir sérieux parce que surtout qu'ils vont prendre les gars donc de certaines équipes en disant ouais, vous allez les surveiller et tout, sauf que du coup ils les emploient en fait Canal, donc ils vont employer les gars qui sont considérés comme skinheads violents pour calmer la situation. Fabien lui-même, c'est-à-dire c'est qui, c'est un membre de quel collectif on va dire? Je suis responsable du département supporter. Il s'agissait de gérer les tensions qu'il pouvait y avoir ou qu'il y aurait pu y avoir. Dans une tribune, il y a toujours des personnalités qui émergent, des meneurs. Et Fabien était l'un de ceux-là. J'avais été un élément, je dirais, perturbateur à une certaine époque de ma vie. De faire le hooligan, ça m'a aidé. On était plus à même de gérer, d'anticiper et de comprendre quand quelque chose n'était pas normal. C'était un rêve de gamin. C'était la meilleure équipe du PSG pour moi. Humainement parlant et financièrement parlant, c'était une autre époque. C'était une photo qui a été prise au Parc des Princes après un entraînement avec tous les joueurs plus le staff. On a Ginola, un très grand monsieur. Georges Weah qui est un excellent joueur. Lama. Je suis ici entre Paul Le Guen et Alain Roche. Bon, il fallait que je perde un peu de poids quand même parce que j'étais pas au niveau. Canal+, qui est quand même une chaîne marquée à gauche, ça reste un peu problématique d'embaucher des skinheads d'extrême droite, non? Canal+ aurait pu être un peu plus vigilant sur certaines embauches parmi les stadiers. À l'époque, je pense que Canal essaie d'acheter une forme de paix avec les tribunes et donc d'engager. C'est ça. Et le truc, c'est qu'ils se disent bon, on va essayer de modérer et tout, sauf que ça va foutre la merde politiquement. C'est pas un bon move en fait. J'ai des gens sans être forcément très. Le Canal qui est à gauche, effectivement, ça donne une image. Regardant sur leur CV politique. Les hooligans sont connus et même souvent identifiés. Il y a le groupe le plus visible, les skinheads.
Militant d'extrême droite affiché, Batskin a été un des premiers, il y a 10 ans, à trouver au stade un terrain d'action. Parce que c'est un terrain populaire, parce que le peuple est là, il est dans la rue, et la rue c'est aussi le Parc des Princes, c'est aussi le stade. Un peu plus loin, un homme noir a été frappé. C'est vrai. Il me tape sur moi, il me crache dessus, il me tape. Pourquoi il me tape? Moi, je pense que quelqu'un me crache dessus et il me frappe. C'est des barbares, hein. Il n'y avait aucune raison, aucune raison. Vous demandez aux garçons, aucune raison. Hein? Les tentatives de récupération politique dans la tribune Boulogne, qu'elles viennent des skinheads ou d'autres groupuscules politiques, n'ont pas réellement fonctionné. En revanche, les idées se sont diffusées. Casser du bico, bouffer du bougnoul, effectuer des ratonnades, Calmez-vous. Pas la tête, malade à la radio à l'époque là, oh, ma chaîne YouTube, ils sont complètement fous. Bon bah, Dieu la monétisation. Pour commettre des actes de racisme. Des skinheads ont agressé un groupe de maghrébins. Les automobilistes qui étaient accompagnés de 3 chiens se sont acharnés à coups de hachette sur le jeune homme. Il va y avoir une accumulation de faits divers, d'immigrés qui vont être agressés, de concerts qui vont mal se passer, jusqu'à temps qu'il y ait une réaction qui se mette en place. On a vu qu'ils abusaient, quoi, qu'ils commençaient à taper les maghrébins et tout ça, et nous on est contre tout ce qu'ils font. Quoi. Si je rencontre un skin un jour, bah, si je suis pas dans son froc qui dit qu'il est skin, il n'y a aucun problème, quoi, on se la frite. Mais... Il y a eu des chasseurs de skins parce que il y a des skins qui sont radicalisés à droite et qu'il y a eu réaction de certains contre ça. Il y a des bandes telles que les Ducky Boys, les Red Warriors et d'autres bandes qui vont émerger à la suite et qui vont vraiment faire la chasse à ces mecs-là. La rue est un terrain. Au même titre que les urnes, et nous on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui par conséquent l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. Nous on chasse les skinheads, nous on est des skinheads qui chassons les skinheads parce qu'on est des skinheads, mais des vrais skinheads, pas comme les faux skinheads qui ont chassé les skinheads qui étaient des vrais, comprenez-vous on en est là, hein. C'est le principe. Waouh. Alors, pas si fou, parce que l'angle de caméra démontre que... Alors déjà, là, ils ont tourné un peu l'angle de la photo, donc normalement le pied est un peu plus bas, ce qui fait qu'en fait, il n'est pas si haut que ça. C'est-à-dire que j'ai vu des petites filles lever la jambe plus haut, quoi, qui font de la danse et tout, et voilà. Donc, pas si fou, finalement. On ne nie pas l'utilité de la violence dans certains cas extrêmes, mais on estime que l'extrême droite est un cas extrême, quoi. Je sais pas pourquoi ils disent le terme de bonnette, j'imagine que c'est un skin sans peau. Voilà, c'est la tête de l'os, je pense. Des Chine. Ça va être d'abord une chasse au look, c'est-à-dire à tous ceux qui ont un look de skin. Je me souviens d'un vieux flyer des Ducky Boys où c'était un avertissement en disant attention, si vous écoutez du ska, de la oi, du punk, si vous êtes look et skin, vous allez devoir répondre en gros de votre identité, quoi, et devoir vous expliquer. Oh, ça fait peur, ouais, carrément, quoi. La guitare baïonnette qui transperce le skinhead. Ouais, mais on est quand même... C'est Soral, les bonnes... Ouais, c'est ça. Non, mais il y a un moment donné, oui, chacun son apologie. Opus, les Ducky Boys contrôlent les promeneurs. Ils vérifient les insignes, les badges et même les paroles. Au moindre doute sur l'opinion politique de quelqu'un, ils frappent. Ah, ça se pue. Ouais, là, il tombe pas, là. Hein? Oh là, les bagarreurs de l'extrême, là. Hein, les bagarreurs de l'extrême, là. Hein, je vous retiens, là. Là, le monsieur, il fait pas un KO. Pourtant, il s'en est pris des patates, là. Il en a pris plein. Bah, il est résistant, voilà. Bravo, bonhomme. Je te connais pas, mais toi, t'es un guerrier, toi. T'es un vrai guerrier de la lumière. Je cours dessus, j'ai une matraque, j'ai un marteau, je tape sur l'autre, je tape dessus, et chaîne de vélo. J'avais le hachoir de mes parents. Il y a des moments où j'avais des marteaux. Toi, Rennes, t'as bien connu l'époque, quoi, du coup. Mais je crois que je t'avais vu, oui, dans l'interview de... Comment il s'appelle? Putain, notre skinhead qu'on a interviewé. Pas Alexis Sora, mais son copain, là. Qui l'a trahi, mais qui après l'a ressoutenu, qui l'a retrahi, qui l'a ressoutenu. Je me souviens plus, mais on l'avait interviewé, qui avait expliqué son époque chez les Boulogne Boys, croisés, donc Ayoub et tout. Et voilà, il y a des trucs qui sont peut-être un peu romancés, on sait pas trop, c'est compliqué. Par contre, j'ai discuté. Saint-Claude
Non, pas Saint-Claude, c'est un autre gars, je sais plus comment il s'appelle, j'ai son nom, c'est Ravanello. Voilà, Ravanello. Et du coup, Ravanello, qui lui, du coup, a vécu cette époque, mais bon, c'est un mec qui a, on va dire, un peu mal fini. Un coupe-chou, j'avais des couteaux. Leur truc, c'était les serpettes aussi. Il y avait des serpettes à l'époque. Ah, ça, je vous en ai parlé des serpettes dans les bars. Ah, tiens. Et ça cicatrise pas. Dans les balles, dans les bars, pas dans les bars, dans les balles. Lui, c'est Rocky, le chef des Docky Boys. Et dans 10 minutes, ça va être une boucherie. Et là, ils sont en train de se jauger. Et l'autre lui dit, espèce de sale connard de Portos, on va te massacrer. Il y en a un qui sort un flingue et bam, c'est parti. Je veux dire, la foule part en courant. C'était une abomination. Les Docky Boys. Alors... Il pourrait décrire ce qui s'est passé maintenant, quoi. Au moins dire ce qui s'est passé, comme ça on sait si c'est une abomination, genre comme le mixeur de Alexis Sora. C'est juste, voilà, hippo, quoi. Tête, Rocky, 23 ans, d'origine portugaise, qui après avoir quitté son travail, devient le porte-parole de l'antiracisme. Le reste de la bande est formé d'étudiants et de lycéens. Leur emblème, la croix celtique amputée d'un bras. Juste un petit détail qui n'a rien de terre. On dit que la chaleur est monte, mais en fait, je crois que je comprends que les lois nous a menti. Parce que là, je suis dans les cons. Il fait pas chaud, il caille, hein. Il caille sa mère, hein, putain. Il est bientôt 21h. Je pensais que ça durait moins longtemps que ça. Et finalement, le sujet est assez intéressant. Pour rentrer chez les Docky Boys, il faut avoir plus de 18 ans et pratiquer parfaitement les arts martiaux. Porcherie. Je connais. Moi aussi, j'étais un punk. Moi aussi, j'étais un tougher. Moi aussi, j'ai tapé du pied sur Porcherie des Berruriers Noirs. Oui, bien sûr que oui. Ah, c'était quand même pas mal, hein. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais Porcherie n'est pas si mal que ça. Au niveau musical, c'est pas mal. Voilà, il y a une bonne riff. Non, la chaleur monte. Bah non, scientifiquement, la chaleur monte. Mais moi, ce que je vois là, c'est que c'est pas le cas. C'est pas intéressant pour toi, Salim, mais t'es là depuis le début. Après, c'est que tu m'aimes. Si c'est ça, pour mon humour, pour mon amour, du coup, ben, mon Salim. Ludwig, c'est différent. Ludwig, c'est un groupe, vraiment des moments où il y a un petit peu de mastriade. Les Berus, c'est qu'après, voilà. Mais les Berus, il y a quand même un truc. Ça va quand même contribuer à faire péricliter ces bandes de skins. Ça va créer moins de vocation, c'est-à-dire que le petit jeune qui va vouloir se mettre là-dedans, ça fait moins rêver de se dire c'est quand même, il y a un risque qui est vraiment réel de terminer avec le nez cassé. Donc au niveau du recrutement, ça va être un peu compliqué. D'autre part, il va y avoir une répression policière qui va s'abattre sur tous les groupuscules naziskins, qui font que beaucoup de gens vont être obligés de prendre de la distance. Je me rappelle que Batskin, en fait, est venu me chercher. Il me dit, ouais, tiens, j'ai une bande de chasseurs de skins, et il y en a un qui veut se taper avec moi, le chef, et il y en a un qui veut se taper avec toi. Et lui, c'est le grand témoin. Et ce qu'il faut, c'est que voilà, on est 3e épisode, là, on va aller vers la fin. Ils ont eu Aïe, ils l'ont fait parler 3 minutes. Non mais, Aïe Tiny, mais j'ai pas dit Sleep Tiny. Aïe Tiny, Aïe Tiny. Aïe Tiny, Aïe Tiny. C'est quoi ce bordel? Attendez, je vais le documentaire. Putain, ma caméra. Donc on a rendez-vous à un café. Et moi, je me retrouve avec ce gars-là, un black, toi en face de moi. Je comprends rien. Ah bah désolé, Boris. Désolé, ce soir, effectivement, mon élocution n'est pas parfaite. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je ressentais pas de haine envers ça. C'était vraiment étrange, tu vois. Je ressentais plutôt, je sais pas, de la sympathie, tu vois. Mais je sais pas, j'étais perdu dans ma haine. Tu vois, et en fait, le dernier souvenir que j'ai eu en étant skin, c'est que je suis sorti en fait de Stroké et en me disant que j'allais me taper, mais en fait, j'étais plutôt à l'époque héroïne nomade et tout, c'est compliqué quoi. J'ai tout arrêté. Il me reste des dents. Il peut y avoir une lassitude de la part de ces personnes, des combats dans la rue, où tout simplement l'âge peut faire son effet aussi. Au bout d'un moment, il peut y avoir une vie de famille qui s'installe, une vie professionnelle, et donc passer à autre chose tout simplement. Et bien heureusement pour la majorité, c'était pas le cas, mais
y a certains, en tous les cas, qui ont pu faire la transition. Ça dépend aussi de ce que vous entendez par skin. Abruti, violent et... j'ai toujours été comme je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que, quelque part, je serai de skin toute ma vie. Bon, et puis maintenant, j'ai plus 20 ans. Je vois les choses différemment et avec un peu plus de recul. Je ne regarde plus dans la masse, je regarde la personne. Je trouve stupide, débile de s'en prendre à quelqu'un, enfin, de s'en prendre à quelqu'un pour sa couleur de peau ou sa religion. Après, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Ben, on est tous partis en sucette. Je pense que y en a qui ont été un peu subjugués par tout ça. Et d'autres qui sont partis pour se protéger. Dont moi, par exemple, je suis parti assez tôt. Je suis parti pour me sevrer, parce que j'en avais marre de courir après la dose. La bande des Halles s'est arrêtée. Pour certains, parce qu'ils avaient découvert d'autres choses. Lui, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Alors après, c'est un jugement, un préjugé, mais est-ce qu'il a tout arrêté? Peut-être, ouais, c'est possible. Il doit être très abîmé, quoi, par son vécu. Au-delà des Halles, il y a la... De toute façon, je serais comme ça quand je serais vieux. C'est possible, hein, je serais là. Alors, du coup, les enfants, ils étaient en train de traîner là-bas, et quand ils étaient jeunes, c'est possible, hein, c'est possible. Quelle horreur, quelle horreur. Oui, hein. La vieillesse est un naufrage, voilà. Je suis désolé pour les vieux du chat, mais la vieillesse est un naufrage. Les skins des Halles, c'était des toxicos. Oui, non, mais ça m'étonne même pas, par contre. Moi, tous les skins que j'ai connus, que j'ai croisés, même les anciens comme des jeunes, c'est tous des camés, ou des gens qui prenaient extrêmement de drogue et qui dealaient un petit peu, machin et tout. Hein. Donc voilà, quoi. Ouais, tout arrêté, ouais. Non-violence. Il y a un moment, on a envie d'une vie paisible. On a envie de décompresser complètement. C'est comme sortir de la guerre. On a envie de rentrer à la maison. Oh, c'est mignon. Ah, mais je comprends, ils en ont marre de la violence. Mais c'est normal, c'est pas un milieu, c'est la rue. Voilà, c'est la rue en fait. C'est l'équivalent de la rue en un peu plus violent parce que voilà, les mecs sont castagneurs, quoi. Petit Willy, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai même du mal à revenir dans ce personnage. Il a fallu quand même des années pour enterrer tout ça. Il y a beaucoup de skinheads qui viennent frapper à ma porte et puis pas détendre, tatoués partout, etc. Et je suis vraiment surpris. Et c'est merveilleux quelque part. Je suis désolé, il a vraiment un look improbable. Je veux pas être méchant, mais là, c'est vrai que... Ouais, c'est Oncle Fétide a trouvé ça. Ouais. C'est que... C'est Raël. Non, mais franchement, il a son temple, le gars. Il a blanchi son argent, il l'a mis dans un temple bouddhiste et tout. Genre comme ça, il défiscalise tous les dons. Je sais pas comment ça se passe. Mais là, je pense qu'il y a un truc. Hein. Il y a un business plan, là. Ils se mettent à méditer. Ils se mettent à penser différemment. Et là, t'auras tous les anciens skinheads qui veulent se sevrer, qui vont aller chez lui en mode « Ouais, je vais trouver la paix, s'il te plaît, frère. Comment je m'aligne ?» Attends, on va te faire la Kundalini. Aligne-toi, là. Mets-toi par terre. Voilà, 4 pattes. Vas-y, écarte ton cul. Et c'est parti. Donc, naturellement, la haine, à un moment, c'est une impasse. C'est vrai, la haine est une impasse. Oh, c'est beau, hein, en tout cas. Putain, franchement, si c'est chez lui, ça, enfin chez lui, si c'est son temple, il y a des moyens, il y a la petite rivière et tout, machin, c'est joli, hein, c'est très joli. Fais-toi violer. Ah bah, très bonne suggestion, Zgwax, merci. Fais-toi bannir, voilà, comme ça, voilà. Mais si tu veux, voilà, je me ferai violer par toi, voilà. Viens me violer, petite fan du Zgwax, voilà, va crever dans l'enfer de l'Is, voilà, ça te fera du... Je sais que j'avais frappé beaucoup de gens. J'ai eu la cause dans cette vie d'aimer des gens. C'est la première fois qu'on me dit d'aller me faire violer. Là, il y a des gens bizarres sur Internet. Va te faire violer. Chacun son délire. Une idéologie destructrice. Donc j'avais envie de demander pardon. Habille-toi en violet. Ah oui, d'accord. C'est ça, c'est... On voit pas où il y a à se repentir. Après, là, je suis d'accord avec Ayoub d'une certaine manière. Le passé, c'est passé. À moins d'aller s'excuser auprès des familles, des victimes, à la limite, se repentir. Et même s'il y a eu des trucs, tu vois, même s'il y a eu des vrais trucs graves, mais passé, quoi. C'est comme ça, hein. S'il a payé, il a payé. Si jamais c'est passé à travers. Hein. C'est quoi concrètement qui mérite une repentance? Vieux Louis Vuitton, c'est ça.
trouve la fin pas mal, la phrase de fin est pas bête, parce que c'est vrai que pourquoi une repentance, quoi.